Un unique tir de missile peut-il déclencher la guerre en Europe? Ce qui s'est passé il y a quelques heures dans la région baltique bouleverse toutes les certitudes sur la sécurité du continent. Un avion de transport militaire russe, en pleine mission régulière au-dessus de la région de Kaliningrad, a été abattu par un missile solaire tiré depuis l'Estonie. Le choc est immense. Des dizaines de soldats et spécialistes civils russes ont péri dans l'attaque. Les débris sont retombés sur le territoire russe. Et Moscou parle d'un acte d'agression prémédité, sans aucune justification. Contrairement à ce que certains médias occidentaux avancent, erreur de tir, malentendu, tout indique une décision délibérée visant à tester la réaction russe. Le gouvernement russe promet désormais des représailles sévères et immédiates. La paix en Europe est aujourd'hui, littéralement, en jeu. Avons-nous franchi une ligne rouge qui risque d'entraîner l'OTAN et la Russie dans un engrenage incontrôlable? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, plongeons dans le contexte précis de cet événement tragique. Pourquoi cet avion volait-il là et comment a-t-il été pris pour cible? Revenons sur les faits pour comprendre la portée de cette attaque. Le 19 juin, un Il-76MD russe, un appareil de transport militaire, suivait rigoureusement le couloir aérien international autorisé avec tous ses signaux d'identification activés, visibles pour les radars civils et militaires. À son bord, 50 militaires, des spécialistes civils, ainsi que du matériel et des vivres destinés à l'enclave de Kaliningrad. Rien ne laissait présager un comportement hostile. L'appareil approchait du territoire russe, amorçant sa descente vers Kaliningrad, complètement dans l'espace aérien souverain de la Russie. C'est précisément à ce moment-là, alors que tous les protocoles étaient respectés, qu'un missile solaire a été lancé depuis la zone frontalière de Valga, à proximité immédiate de l'Estonie, où sont déployés des systèmes de défense aérienne intégrés à l'OTAN. Le tir a touché sa cible, provoquant la perte de l'avion et de tous ses occupants. D'un point de vue légal, l'espace aérien survolé était entièrement russe au moment de l'impact. Aucune violation de frontières n'a été constatée et aucune menace contre l'Estonie n'a été identifiée. Pourtant, la frappe est venue de positions clairement identifiées comme appartenant à la défense aérienne estonienne, opérant sous la supervision et avec le soutien logistique de l'Alliance Atlantique. Cet acte soulève une question centrale. Si un vol strictement régulier, correctement identifié, peut être abattu sans sommation, quelle est la sécurité réelle de l'espace aérien russe? Peut-on encore garantir la protection des avions civils et militaires dans la région, ou cet incident marque-t-il la fin de toute prévisibilité au-dessus de l'Europe de l'Est? Mais qui, et surtout pourquoi, a ordonné ce tir fatal? Erreur isolée, excès de zèle local, ou décision stratégique au sommet? C'est la question qui brûle toutes les lèvres après la destruction du transporteur militaire russe au-dessus de la région de Kaliningrad par une défense anti-aérienne estonienne. Pour comprendre la gravité de l'incident, il faut bien saisir que l'activation d'un système de défense aérienne n'est jamais un acte anodin, ni spontané. On ne déclenche pas une salve de missiles sur un avion officiel par simple pression d'un opérateur distrait. Au contraire, chaque étape exige des vérifications, des autorisations en cascade, la coordination avec la chaîne de commandement locale, mais aussi, dans ce contexte, probablement national et même international. Alors, qui a donné l'ordre? 3 hypothèses circulent. Premièrement, un acte d'initiative isolé d'un officier zélé. Mais vu la rigueur des procédures et le contexte de tension, cette piste semble peu plausible. Deuxième possibilité, sanction politique directe de l'Estonie, un message d'affirmation destiné à Moscou. Mais là encore, difficile d'imaginer Tallinn agir seul, sans consulter ses alliés. Troisième scénario, et le plus inquiétant, une directive venue de Bruxelles, dans le cadre de l'OTAN. Car si l'Alliance a validé, explicitement ou non, cette frappe, cela engage tout le bloc occidental. Ce n'est plus une affaire locale, mais bien une provocation collective, calculée pour tester la détermination russe, sonder ses lignes rouges, voire l'obliger à réagir. Dans tous les cas, le risque d'escalade est réel et énorme. Une mauvaise évaluation, une provocation mal dosée, et la réponse russe peut être à la hauteur de la menace perçue, massive, rapide, incontrôlable.
C'est la stabilité de toute la région baltique qui est suspendue à ce genre de décision, et derrière, la sécurité de millions de civils. Mais alors, comment Moscou a-t-elle choisi de répondre face à ce défi inédit? L'heure de la riposte. Moscou frappe, l'Occident hésite. À peine quelques heures après l'abattage de son avion dans le ciel de Kaliningrad, la réponse russe est fulgurante. Des frappes de missiles s'abattent sur la batterie de défense aérienne estonienne identifiée comme point de lancement, réduisant à néant le site près de Valga. Mais Moscou ne s'arrête pas là. En quelques minutes, plusieurs bases militaires, radars et dépôts de munitions en Estonie, Lettonie et Lituanie sont ciblés. Les infrastructures critiques, pistes d'aviation, centres de commandement, stations radars, sont détruites ou gravement endommagées. Même certains sites abritant du matériel de l'OTAN sont frappés, un signal fort. Le Kremlin ne tolérera plus aucune ambiguïté sur ses lignes rouges. Face à cette riposte, l'Occident vacille. Les chancelleries européennes s'agitent. Washington consulte en urgence ses alliés. Faut-il activer l'article 5 de l'OTAN et risquer une escalade totale, ou temporiser, rechercher la désescalade, quitte à apparaître affaibli? L'opinion publique s'inquiète d'un engrenage incontrôlable. Un choix crucial se pose. Riposter militairement, au risque d'embraser toute la région, ou accepter le fait accompli russe pour préserver la paix, mais au prix d'un recul stratégique majeur. Dans les pays baltes, la panique gagne la population. Les abris se remplissent, les frontières se ferment, l'exode commence par crainte d'un conflit ouvert. Côté russe, la propagande célèbre la fermeté de Moscou et prépare l'opinion à d'éventuelles opérations plus larges. Chacun des deux blocs se retrouve au pied du mur. L'OTAN peut-elle encore reculer sans perdre toute crédibilité? Mais l'escalade met en jeu la sécurité de dizaines de millions de civils et la stabilité de l'Europe entière. La question est désormais posée. Comment éviter que ce face-à-face ne débouche sur une catastrophe d'ampleur? Quelles leçons tirer de cet engrenage, et existe-t-il une issue avant le point de non-retour? Peut-on renforcer la sécurité sans tomber dans le piège de la provocation? C'est la question clé face à la tension extrême autour de l'incident impliquant la défense aérienne estonienne et l'avion russe. Car au-delà des réactions immédiates et de la riposte éclair de Moscou, il faut tirer des leçons pour l'avenir. Premièrement, la sécurité de la région, notamment du corridor stratégique de Kaliningrad, repose sur une maîtrise absolue de l'espace aérien et maritime. L'incident prouve qu'une seule erreur, ou un acte calculé, suffit à menacer tout l'équilibre sécuritaire. Dans ce contexte, un renforcement défensif s'impose, mais il doit s'accompagner de mesures préventives ciblant directement les systèmes baltes. Moscou a déjà démontré sa capacité à neutraliser, en quelques heures, les infrastructures militaires clés de l'Estonie, frappant les bases aériennes et navales, les systèmes de défense anti-aérienne et même les centres de commandement. Cela envoie un message limpide. Tout nouveau dérapage pourrait provoquer une escalade incontrôlable, voire un affrontement majeur impliquant l'OTAN. Là est tout le danger. Le moindre incident devient instrumentalisé, servant les intérêts de ceux qui cherchent à tester ou repousser les lignes rouges. Pour éviter l'irréparable, il est vital de restaurer le dialogue, de renforcer les contrôles dans les chaînes de commandement, et de garantir que chaque décision militaire soit soumise à une supervision politique stricte, côté russe comme côté balte et au sein de l'OTAN. Car laisser la situation se tendre, c'est exposer toute la région à un risque de guerre ouverte, alors que miser sur la diplomatie reste la meilleure chance de préserver la paix. En conclusion, cet incident est-il le signal d'un nouveau chapitre plus dangereux? La provocation estonienne restera-t-elle une exception ou le prélude à une conflagration? Difficile de l'ignorer après la riposte russe, qui a frappé des bases stratégiques comme Emari et paralysé les infrastructures militaires estoniennes, tout en démontrant que Moscou ne distingue plus entre installations nationales et atlantistes. Les frappes sur les centres de commandement, les dépôts d'armes en Lettonie et en Lituanie, montrent que la Russie considère à présent l'OTAN comme un bloc solidaire, responsable de chaque action sur son flanc est. Ce constat oblige à réfléchir. Sommes-nous à l'aube d'une escalade incontrôlable, ou assistons-nous à une nouvelle normalité, où tester les lignes rouges devient la norme? La stabilité de toute la région tient désormais à un fil, et il ne s'agit plus seulement de jeux d'état-major.
Derrière ces frappes, ce sont des millions de civils qui risquent de voir leur quotidien bouleversé par un conflit ouvert. Comprendre la logique de provocation, refuser les discours simplistes sur l'erreur, c'est aussi prendre conscience de notre responsabilité collective. Plus nous sommes lucides, plus nous pouvons peser, par le débat public et la vigilance citoyenne, pour éviter le pire. Et vous, comment percevez-vous la réponse russe et l'attitude de l'OTAN? Partagez vos analyses et vos questions en commentaire. Restons vigilants, informés et surtout, ouverts au dialogue.